à l'enregistrement. Voilà. Comme ça, j'ai lancé l'enregistrement et que après la séance, je pourrais vous mettre cette vidéo sur YouTube si vous voulez. Vous pouvez retourner à la vidéo quand vous voulez. Très bien. Alors, donner la définition d'un dioptre plan. Bon, vous savez, un dioptre plan, c'est une surface plane séparant deux milieux homogènes transparents isotropes d'indices différents. Voilà. Donc, il y a d'autres définitions, mais la plus simple, c'est celle-là. Montrer en faisant une construction géométrique que la position de l'image A' d'un point objet réel à travers un dioptre est donnée par la relation HA' égale à HA N2 cos I2 sur N1 cos I1. Bon, ça aussi, quand on a traité les dioptres plans, nous avons traité les dioptres plans dans le cas général. C'est-à-dire que pas nécessairement dans les conditions de Gauss. Et en principe, quand on veut que les étudiants travaillent dans les conditions de Gauss, et c'est en général ce qu'on fait, on leur demande de se placer dans les conditions de Gauss qui sont de 3. Alors, l'objet doit être petit plan perpendiculaire à l'axe principal. Les rayons sont par axiaux ou bien les angles sont très faibles de manière à faire l'approximation sinus égale à l'angle, sinus de l'angle égale à l'angle et cosinus est égal à 1 et que le système optique lui-même, que ce soit un miroir, un dioptre, etc., soit un système optique qui soit de faible étendue, qui ne soit pas très grand, juste un petit système, de manière quand on fait la projection sur l'axe principal, on va rapprocher le point H au point S. Bon, vous les connaissez. Ici, il n'est pas question de donner les conditions de Gauss. Donc, vous ne les donnez pas. C'est juste, quand on va arriver aux conditions de Gauss, il faut s'en rappeler de ça. Alors, montrer que le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique. Donc, il va falloir qu'on montre pourquoi. Et montrer qu'on peut réaliser le stigmatisme si le dioptre est de faible ouverture, les angles d'incidence sont très très faibles. Alors, ce que je propose, je commence par admettre encore, il y a encore des étudiants qui arrivent, désolé. Je commence par considérer ce schéma qui est là. Donc, on prend une surface plane. On prend un objet réel. Je suppose que la lumière arrive du haut vers le bas. Je prends un objet réel et je vais chercher d'abord son image. Donc, A, c'est un point réel qui envoie des rayons vers la surface. La surface horizontale sépare le milieu d'indice N1 du milieu d'indice N2. Et donc, pour trouver l'image du point A, j'ai besoin au moins de 2 rayons. Le premier rayon, c'est le rayon le plus simple et c'est ce qu'on appelle le rayon à incidence normale qui va descendre avec un angle d'incidence ici égal à 0 et un angle de réfraction égal à 0. Il ne change pas de direction parce que d'après la loi de Descartes, n sinus i égale n' sinus i', donc i égale à 0, f égale à 0. Et je considère aussi un deuxième rayon qui arrive sur la surface en un point i d'incidence qui va se réfracter. Alors, dans cet exemple-là, si je regarde ce qui a été donné dans l'énoncé, ils n'ont pas précisé si le milieu d'entrée était un milieu plus réfringent ou bien moins réfringent. Donc, vous avez le choix d'utiliser l'indice que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi j'obtiens ce genre de choses. Bon. Donc, ils n'ont pas précisé. Ça veut dire qu'on va considérer que dans cet exemple-là, le milieu d'entrée, c'est celui-là, qui est là. Et je vais choisir, si vous voulez, un pointeur. Bon, ça va si vous arrivez à suivre.
Donc, je vais choisir pardon, le milieu N1 est un milieu d'indice plus grand que le milieu 2, c'est-à-dire le milieu 1 est un milieu plus réfringent, et donc le rayon incident va se réfracter en s'approchant de la normale, parce que l'indice du milieu 1 est plus grand que l'indice du milieu 2. Ça, c'est les lois de Descartes. Et le rayon qui va venir normalement à la surface, il va traverser sans réfraction, sans changement de direction. Et donc, pour trouver l'image de A, je dois faire le prolongement de ce rayon vers ce côté-là. Et l'intersection avec AH va me donner ce point A'. Donc, A' est l'image de A à travers le dioptre plan. Maintenant, si je regarde les triangles AHI, AH, le point qui est H, ce point-là, il est ici, pas ici. Donc, ça, c'était juste pour la saisie. Il y a quelques petites erreurs de frappe. Donc, le point H se trouve ici. Donc, si je regarde le triangle AHI, je cherche la tangente de I1 parce que l'angle que vous avez là, c'est le même angle qui est là. La tangente, c'est HI sur HA. D'accord? Parce que la lumière arrive du haut vers le bas et donc l'orientation de cet angle est positive. Ça veut dire que vous avez HI sur HA qui donne tangente de I1 avec un angle positif. Alors maintenant, si je considère le triangle A'HI, donc A'HI, vous avez tangente de I2 égale à HI sur HA'. Donc, HI sur HA'. Et donc, si je regarde les deux relations et j'écris la relation de Descartes qui est N1 sinus I1 au point d'incidence, N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, vous allez avoir, puisque HI se trouve dans cette expression et se trouve dans cette expression, vous aurez tout simplement la tangente I1 HA égale à tangente I2 HA'. Donc, c'est clair. Maintenant, sachant que HA', d'après cette expression, égale à HA, tangente de I1 sur tangente de I2, donc je peux obtenir que HA' égale à HA, sinus de I1 sur cosinus de I1, fois cosinus de I2 sur sinus de I2, parce que la tangente de I2, c'est sinus de I2 sur cosinus de I2 qui devient en haut cosinus de I2. Et donc, le rapport de sinus I1 sur sinus I2, c'est N2 sur N1. Et j'ai remplacé ici. Et donc, HA' égale à HA, N2 cosinus I2 sur N1 cosinus de I1. Voilà donc la relation qui nous a été demandée dans la première question. Et je vais revenir sur la question. Donc, montrer en faisant une construction que la position de l'image A' d'un point objet réel à travers un dioptre est donnée par la relation HA' égale à HA N2 cosinus I2 sur N1 cosinus I1. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, on peut aussi travailler si on choisit que le milieu qui est là soit un milieu moins réfringent, c'est-à-dire si N2 est inférieur à N1. Ça ne change rien et vous pouvez toujours avoir la même relation, il n'y a aucun changement, la même relation sans aucun problème. Alors, admettre tout. Encore des étudiants qui arrivent. Bon. Très bien. Bien. Maintenant, la deuxième question, on va discuter le stigmatisme. Donc, je reviens vers la question. Montrer que le dioptre plan n'est pas rigoureusement stigmatique pour un point objet quelconque de l'espace. Bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le stigmatisme rigoureux? On définit le stigmatisme rigoureux comme étant
chaque point objet, quand il traverse le système, quand les rayons traversent le système, que ce soit le système convergent ou divergent, ils ne vont aboutir qu'un seul point image. On les appelle le couple de points conjugués A'. Donc, si pour un point objet, quel que soit l'angle d'incidence, nous avons une seule image, là, on va dire que le couple de points A' réalise le stigmatisme parfait. Bien évidemment, on peut aussi le travailler et le transformer autrement en parlant du chemin optique, c'est-à-dire que le chemin optique A', c'est un chemin qui est stationnaire. Bon, on peut le vérifier aussi comme ça. Donc, dans cet exercice, si je regarde l'angle I1 qui est là, donc vous avez AI, le rayon AI, c'est le rayon incident, et vous avez la normale, et vous avez I1. Donc, quand I1 varie, regardez, si vous faites varier I1, évidemment, d'après cette relation, vous avez sinus de I1 sur sinus de I2 égale à N1 sur N2. Donc, quand I1 varie, le rapport de sinus reste constant parce que le rapport de sinus I1 sur sinus I2 égale N2 sur N1 reste constant, mais le rapport, quand il y a des tangentes, varie parce que nous avons le HA' égale à HA, N2 sur N1, ça c'est le rapport de sinus, mais le cosinus de I2 sur cosinus de I1 varie, parce que c'est seul le sinus I1 sur sinus I2 ou bien sinus I2 sur sinus I1 qui a un rapport constant. Donc, puisque l'image HA' dépend de l'angle d'incidence, ne pouvons pas dire que le dioptre plan est un système qui réalise le stigmatisme rigoureux. Donc, c'est bien expliqué ici. Le rapport des sinus reste constant, mais le rapport de leur tangente varie. Donc, HA' varie. La position de l'image dépend donc de l'angle I1. Et donc, le dioptre n'est pas rigoureusement stigmatique pour un point quelconque de l'espace. Il est rigoureusement stigmatique. Dans certains cas, on l'a vu dans le cours, quand le point est sur la surface elle-même, oui, d'accord. Quand les points sont sur la surface, oui, ils possèdent leur propre image. Et quand les points sont à l'infini, quand les objets sont à l'infini, oui, aussi, le stigmatisme parfait, peut-être le stigmatisme rigoureux peut être discuté, pas de souci. Mais pour deux points quelconques A et A', non. Quand I1 varie, eh bien, quand I1 varie, A' varie, et donc A' varie, c'est-à-dire le chemin optique n'est pas stationnaire, et donc on n'a pas de stigmatisme rigoureux. Voilà. Alors, quoi d'autre? On va revenir encore à la question. La question 3, je pense qu'il y avait deux parties. Il y avait montrer que le dioptre n'est pas rigoureusement stigmatique, etc. Montrer que l'on peut réaliser le stigmatisme approché si le dioptre est de faible étendue, angle d'incidence, etc. Et en déduire la relation de conjugaison. Alors, voilà. Non? Pardon? Très bien. Alors, si le dioptre est de faible étendue, maintenant on passe dans les conditions d'approximation de Gauss, c'est-à-dire l'objet petit. Ici, c'est un point, donc c'est petit. Et le dioptre, le système optique est de faible étendue. Et nous pouvons écrire que le cosinus de I1 égale à 1, le cosinus de I2 égale à 1. Et donc, si vous revenez sur HA' égale à HA N2 sur cosinus I2 sur N1 cosinus I1, vous allez obtenir HA' égale à HA N2 sur N. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on écrit HA' sur N2 égale à HA sur N1. Et c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison des dioptres plans dans les conditions d'approximation de Gauss. Voilà pour cet exercice. Alors, je ne sais pas ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des commentaires? Est-ce que j'attends que... Je ne sais pas, finalement. Voilà pour cet exercice. Bon, moi je préfère faire l'ensemble des exercices. Comme ça, on reviendra. Prenez des notes et écrivez vos questions, préparez vos questions, on y reviendra. Par contre, ce que je ne comprends pas,
Pourquoi on a des traits comme ça? Est-ce que quelqu'un joue sur l'écran? C'est moi qui, normalement, dois jouer sur l'écran. Moi, je ne sais pas pourquoi. Oui. Alors. Il faut que je la vois. Quelqu'un a demandé la parole. Alors, quelqu'un a demandé la parole. Je ne sais pas. Quelqu'un a demandé la parole. Vous avez la parole. Allô? Allô? C'est bien Iman qui a demandé la parole. Oui ou non? Bon, c'est peut-être une erreur. OK. OK. Est-ce que c'est bien Iman qui a demandé la parole? S'il vous plaît. Bon. Bon. On va essayer de passer à la suite. Sauf, je vais activer le micro avec si Oussed Ben Senka qui est là. Monsieur, Oui, oui, allez-y. Allez-y, je vous écoute. quelqu'un écrit pour, Oui, écrit pour ça. On trouve ce signe. Monsieur, oui, oui, oui. quelqu'un écrit pour ça. Et il se signe à passant. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? شي واحد كيكتب واش شي واحد كيأكتيفي السيلو ديالو داكشي علاش كيبانوا التعليقات Voilà, على لاكروت. justement, je ne peux pas moi savoir. Sinon, je ne peux pas savoir. قول لهم Il ne faut pas partager دابا شي واحد l'écran. فيهم كيحاول يعلم داكشي وكيبقى يستعمل السيلو قول Très لهم bien. يوقفوا السيلو. Mziane, alors, est-ce que vous arrivez à écouter sans problème? Oui. Mziane, c'est Oui, monsieur, oui, monsieur. très bien, très bien. Alors, c'est ça l'essentiel. Alors, on a fait le premier exercice. Il nous reste encore 3 petits exercices pour faire tout le contrôle. Ce n'est qu'un premier test. On va sans doute trouver des solutions pour désactiver les stylos parce que quelqu'un, effectivement, est en train d'écrire. J'ai mon stylo, mais je ne l'utilise pas. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Alors, je vais encore faire muet pour l'ensemble. D'accord. Alors, on va continuer parce que… Très bien. Alors, dans cet exercice, on va traiter les miroirs sphériques. Et je commence par énoncer donc l'exercice 1. On considère un miroir sphérique concave de centre C de sommet S et de rayon R égal à 1 mètre. En se plaçant dans les conditions d'approximation de Gauss, première question 1A, déterminer la distance focale de ce miroir. 1B, on place un écran E sur l'axe de ce miroir à la distance D égale à 5 mètres de son sommet S. Où doit-on mettre ou placer un petit objet pour en avoir une image nette sur l'écran? Calculer le grandissement linéaire gamma. 1C, déterminer la position d'un point objet AB, et celle de l'image A'B' tel que le grandissement linéaire est égal à plus 2, gamma égale à plus 2. Faire une construction géométrique. 2, c'est une application pour la construction géométrique, compléter la marge des rayons lumineux incidents ou émergents des miroirs sphériques
de la figure 1. Voilà. Donc, très simple. Vous avez la première question, c'est une question de cours. Donc, vous avez un miroir de rayon 1 mètre et un miroir concave, c'est-à-dire un miroir concave. Vous avez SC, valeur algébrique, inférieure à 0. Donc, le rayon est égal à la valeur absolue de SC ou de CS, ou tout simplement la distance SC ou la distance CS. Il y a effectivement quelqu'un qui utilise le stylo, c'est pas bien. Sinon, on va pas s'en sortir. On considère un miroir sphérique concave de centre C de rayon R égale à 1 mètre, déterminant la distance focale. Eh bien, la distance focale, SC, la distance focale, c'est petit f égale à SC sur 2. Donc, je répète, la distance focale petit f égale à SC sur 2. Et puisque c'est un miroir concave, SC est inférieur à 0, c'est-à-dire égal à moins 1 mètre. Parce que R est égal à 1 mètre, c'est-à-dire la valeur absolue est égale à 1 mètre et nous, on cherche la distance focale. Très bien. Donc, je vais avoir, tout simplement, je vais avoir SF égale à SC sur 2 est égal à moins 0,1 mètre. Parce que SC est égal à moins 1 mètre sur 2 et c'est moins 0,5. Maintenant, on place un écran E sur l'axe optique de ce miroir à la distance 5 mètres de son sommet S. On doit mettre un petit objet pour en avoir une image nette. Où doit-on mettre le petit objet pour avoir une image nette? Calculez le grandissement. Alors, faites très attention à ce genre de questions qui sont beaucoup plus des questions, je dirais, de compréhension. Pourquoi? On pourra discuter à la fin. Quand on dit on place un écran E, ça veut dire d'office, l'image A'B' est une image nette, c'est-à-dire c'est une image réelle. Donc, je répète, quand on dit on place un écran sur l'axe optique de ce miroir et on va chercher la position de l'objet AB pour avoir une image nette, ça veut dire l'image nette, ça veut dire une image réelle, que vous pouvez la toucher. Ça veut dire que la distance de l'écran qui est donnée à 5 mètres, ça va être quoi? Ça va être la position de l'image entre le sommet et l'écran. Alors, je vais le répéter, peut-être on va discuter après. Je répète, quand on vous dit dans un exercice ou un examen ou un contrôle ou de toute question d'optique, quand vous avez un écran sur l'axe de ce miroir à la distance de 5 mètres par rapport au sommet, ça veut dire que l'image d'office, d'entrée de jeu, c'est une image qui doit être réelle. C'est-à-dire le A', SA', c'est la position de l'image réelle. Et l'image réelle, pour tout miroir sphérique, se trouve dans l'espace qui est juste en face de la face qui réfléchit la lumière. Donc, si vous avez un miroir concave et que la lumière arrive comme ça, l'espace des objets réels, c'est cet espace-là, et l'espace des images réelles, c'est aussi cet espace-là. Et l'espace virtuel, c'est de ce côté-là. Donc, puisque c'est un miroir concave sphérique, l'écran doit être placé du côté du centre C. Donc, si on vous dit, on place un écran E sur l'axe à la distance 5 mètres du sommet, ça veut dire SA' égale à moins 5. Machi plus 5, moins 5. Et où doit-on placer un petit objet? C'est ce qu'on va chercher. Donc, on va écrire la relation de conjugaison 1 sur SA plus 1 sur SA' égale 2 sur SC. Et on va remplacer SA' par moins 5. Vous avez SC égale à moins 1 mètre. Et donc, vous aurez tout simplement un calcul simple
vous aurez un calcul. Par un calcul simple, vous aurez ça. Donc, la relation de conjugaison, voilà, SA' égale à moins 5 et on cherche SA. Donc, vous avez 1 sur SA plus 1 sur SA' égale 2 sur SC, ce qui veut dire que SA, ici, ça, ce n'est pas un moins. Ce qui est là, ce n'est pas un moins, c'est juste un tiré. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC implique que SA, par les calculs, égale SC, SA' sur 2 SA moins SC. Et vous remplacez SC par moins 1 mètre, parce que le miroir est concave, SA' par moins 5, 2 SA', donc ça va être moins 10, moins 1 plus 1, et donc SA est égal à peu près à moins 0,56 mètres. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire SA égale à moins 0,56? Encore là, j'ai la valeur algébrique entre S et l'objet qui est inférieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet A est un objet qui doit être lui aussi dans la partie en face de la surface qui réfléchit, c'est-à-dire la face qui réfléchit, c'est-à-dire la face qui donne l'espace des objets réels. Donc, l'image, elle est bien réelle et l'objet est aussi réel. Et je vous ai dit qu'à chaque fois que vous avez un objet réel, OA, SA, c'est toujours inférieur à 0. Voilà, je continue encore à recevoir parce qu'apparemment, on est limité par le nombre et à chaque fois, il demande d'entrer. Voilà, donc la solution, c'est ça. Alors, quoi d'autre? Oui. Le grandissement. Alors, le grandissement égale à moins SA' sur SA. On peut aussi le calculer comme étant CA' sur CA. Mais comme nous avons déjà SA', nous avons SA. Donc, nous pouvons remplacer SA' par… Donc, le moins qui est là, c'est celui-là. SA', c'est moins 5 sur 9. Je vais revenir. SA', c'est moins 5. SA', c'est moins 5, pardon. SA', c'est moins 5 sur 9. Et donc, si je remplace moins 5 sur 9, vous aurez gamma est égal à… vous aurez gamma, moins 5 sur 9. Moins 5 sur 9. Gamma est égal à moins 9. Donc, gamma est égal à moins 9. Donc, vous avez un grandissement est égal à moins 9. Alors, je reviens aux questions d'avant. Le grandissement est égal à, donc, à moins 9. L'image, l'interprétation, c'est que l'image, elle est agrandie 9 fois et l'objet et l'image sont inversés. Donc, l'objet est comme ça et l'image est dans l'autre sens, mais l'image, elle est agrandie moins 9. Donc, si je ne me trompe pas, moins 5 sur 9, oui, c'est bien ça, est égal à moins 9. Très bien. Alors, la question C, donc on a fait la question 1, la question 1A et 1B. Maintenant, la question 1C. Détermine la position d'un objet AB et celle de son image A', B', tel que le grandissement linéaire est égal à plus 2. Donc, déterminer la position d'un objet AB et celle de son image tel que le grandissement linéaire est égal à plus 2. Maintenant, ils nous ont donné une information importante, c'est que le grandissement gamma, qui est égal à moins SA' sur SA, est égal à plus 2. Donc, je vais revenir. Le grandissement qu'on avait ici, celui-là, est égal à moins SA' sur SA est égal à plus 2. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le grandissement, c'est aussi égal à CA' sur CA et qui est égal à plus 2. Donc, je tire de cette relation que CA' égale à 2 fois CA. Et donc,
Si, je reviens à la question, déterminer la position et celle de l'image telle que le grandissement est égal à 1, faire une construction géométrique. Donc, si je prends la relation de conjugaison, cette fois avec origine au centre, donc il y a la relation de conjugaison avec origine au sommet, il y a la relation avec origine au centre, je peux écrire 1 sur CA' plus 1 sur CA égale à 2 sur CS. Faites attention, ce sont des relations où on n'écrit pas des distances, ce sont des valeurs algébriques. Ça, c'est impératif. Donc, si je remplace CA' par 2CA, j'aboutis à 1 sur 2CA plus 1 sur CA égale à 2 sur CS. Je trouve que CA est égal à 3/4 de CS. Donc, CA égale à 3/4 de CS. Je trouve que CA' égale à 3/2 de CS aussi. Donc, dans l'application numérique, vous trouvez CA égale à 3/4 de mètre et vous trouvez que CA' égale à 3/2 mètres. Donc, ici est égal à 0,75 mètres et là, c'est 1,5 mètres. Alors, il n'y a pas que cette solution. Pour répondre à cette solution aussi, et vous avez le grandissement est égal à 2, vous pouvez aussi choisir de remplacer gamma par moins SA' sur SA égale à plus 2 et ne pas travailler avec cette relation. D'accord? Donc, vous pouvez choisir gamma égale à plus 2 et dans ce cas, vous allez avoir SA' égale à moins 2SA et vous utilisez cette relation-là et vous allez trouver aussi d'autres applications numériques. L'essentiel, c'est que vous puissiez trouver la position de l'objet et la position de l'image. Alors, faire une construction géométrique, bon, on va faire une construction géométrique, aucun souci. Donc, je prends tout simplement un axe principal, un miroir concave, je prends le centre C, le sommet S. Entre C et S, je vais placer mon foyer objet qui est aussi mon foyer image. Et je vais commencer à prendre mon objet qui est là, parce que CA égale à 3/4 de mètre. Donc, CA égale à 3/4 de mètre. Et je prends un rayon incident qui est réfléchi sur F. 3/4 de mètre. Ce schéma n'est pas correct. Alors, il y a une petite coquille ici. Faites attention, ce schéma n'est pas très correct pour une raison simple. Regardez, vous avez A qui se trouve ici. Vous avez CS qui fait 1 mètre. CS qui fait 1 mètre. Donc, ce n'est pas normal. Donc, l'objet AB qui est là ne peut pas être là. L'objet AB doit être, il fait 0,75. Donc, il doit être ici. L'objet AB doit être ici. Et je vais essayer de corriger. D'accord. L'objet doit être ici, excusez-moi. Il ne marche pas. Khalid, Oui, professeur Khalid, oui. la position est bonne. CA égale, il est positif égale 3/4, 0,75. Ah oui, La mais position il finit à A. Ah, pardon. CA égale 3/4. Là, je voyais SA. Ça fait simple, merci beaucoup. Pardon. SA égale bien à 0,25. Ça fait ça. Hadi, c'est. J'étais focalisé à la S. Parce que vous rappelez S. Merci beaucoup à Sifouzine. Parfait. Alors, d'accord. Tout est parfait alors. Donc, CA, ben oui, c'est vrai. CA est égal. Alors, je reprends mon pointeur, ma flèche. CA, c'est cette distance-là. Merci, Sifouzi. C'est vrai, moi, je regardais 0,75, mais dans ma tête, c'était SA.
Donc, CA est égal à 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. Et CA', donc si vous prenez AB qui est situé à cette position, vous prenez le rayon parallèle qui va être réfléchi en passant par le foyer, et vous prenez le rayon qui passe vous pouvez choisir de B à C, ce rayon-là, voilà. Il va jusque-là, il va être réfléchi sur lui-même et en pointillé, il va continuer et il va passer par là, tout simplement. Et donc, vous aurez l'image de B, c'est B'. Vous pouvez, une fois trouver B', faire la perpendiculaire pour trouver A'. Et pour vérifier, si vous prenez le rayon qui passe par le foyer et qui se dirige vers B', et il va être réfléchi, il va être celui qui passe par le foyer, pardon, celui qui vient et qui passe par le foyer, il va être réfléchi en quittant parallèlement. Donc, la position AB est la bonne et la position A'B' est la bonne sans aucun. Très bien, merci, c'est possible. Bien, maintenant, on va essayer de revenir pour voir la dernière question. Voilà. 2. Compléter la marche des rayons lumineux incidents ou émergents des miroirs sphériques sur la figure 1. OK, parfait, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je préfère travailler ici. Normalement, quand on fait la construction géométrique de rayons pour les systèmes optiques, on a généralement des rayons qui sont particuliers, c'est-à-dire les rayons qui passent par le centre, les rayons qui passent par le foyer, les rayons qui sont parallèles à l'axe principal. Et pour ces rayons, ça ne devrait pas poser de problème parce qu'on connaît comment faire. Mais par contre, quand on vous donnera des rayons qui sont quelconques, là, ça pose un problème. Donc, je vais, dans ce cas d'exemple, choisir par exemple entre les trois figures pour répondre à la question, prendre le schéma qui me paraît le plus simple. C'est celui-là, c'est le schéma du milieu. C'est-à-dire, vous avez un miroir qui est convexe, vous avez le centre, vous avez le centre et le sommet, vous avez le sommet et le centre, et vous avez le point F. Et regardez, le rayon qui quitte avec un prolongement passant par ce point qui est le foyer, normalement, il doit sortir, il doit émaner parallèlement. Donc, je répète, vous avez un convexe, vous avez un sommet, vous avez un centre. Je suppose que la lumière arrive de la gauche vers la droite, bien sûr. Regardez, le rayon qu'ils nous ont donné, il quitte le miroir, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc, mais si on fait le prolongement, on trouve ce point. Et ce point, c'est le foyer objet et le foyer image de ce miroir sphérique convexe. Ça veut dire que c'est un point caractéristique. Donc, tous les rayons qui vont venir parallèlement à l'axe principal, comme ça, ils vont émerger en ayant un retour par F'. Donc, on va le voir juste ici. Voilà. Donc, c'est ce schéma-là. Donc, tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe principal vont émerger en ayant un retour par F'. Très bien. Alors, je reviens à celui-là. Alors, maintenant, pour ce premier schéma, normalement, c'est un rayon, si je fais le prolongement, il passe par là. Il ne passe ni par ces points caractéristiques, ni par le foyer, parce que le foyer doit être au milieu. Donc, c'est divisé par 2. Et ce rayon-là, en principe, il passe entre les deux. Et dans ce cas, j'ai besoin de définir ce qu'on appelle le foyer secondaire. Et le foyer secondaire, nous l'avons fait pour le miroir sphérique, nous l'avons fait pour le dioptre sphérique, pardon, et nous l'avons fait pour les systèmes centrés, nous le faisons aussi pour les miroirs. C'est les derniers cours. Donc, si je fais le prolongement de ce rayon, par là, donc c'est un rayon qui n'est ni sur F, ni sur C. Donc, on doit tracer ici ce qu'on appelle le plan principal objet. Donc, ça, c'est bien un miroir convexe. On va faire la continuité de ce rayon et faire l'intersection avec le point, avec le plan principal, le plan focal objet. Et donc, le plan focal objet, ça va être ici. Donc, vous avez le plan focal objet, c'est le plan focal image. Et donc, si je fais
le prolongement de ce rayon, il va venir s'installer en un point que j'appelle F indice S. C'est ce qu'on appelle le foyer secondaire. Et donc, qu'est-ce qu'il a comme propriété ce foyer secondaire? En principe, les points qui s'appellent les foyers secondaires, ils ont des propriétés aussi intéressantes parce qu'on doit chercher les rayons qui viennent de cet espace-là. Bien sûr, je n'ai pas le droit d'aller, c'est des pointillés, ici c'est des traits pleins, ici c'est des pointillés. Les rayons qui se dirigent vers le centre et qui sont passant par le plan focal, ils interceptent ce qu'on appelle le point foyer secondaire. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le prolongement de ce rayon? Eh bien, ce rayon, il va quitter avec une direction qui est juste parallèle à ce rayon qui est là. Je répète, le rayon qui arrive comme ça, il est réfléchi sur lui-même, donc la flèche dans un sens et l'autre flèche dans le sens opposé. Donc, l'incident passant par C va être réfléchi sur lui-même. Ici, entre ce point-là et ce point, c'est juste des pointillés. Et il intercepte aussi le même point que l'autre qui arrive dans cette direction, et c'est ce point qui s'appelle le foyer secondaire. Puisque celui incident passant par le foyer secondaire et par le centre est réfléchi sur lui-même, celui qui va être réfléchi ici va être parallèle à ce rayon-là. Et la troisième configuration, et le troisième schéma, donc je préfère revenir à ce schéma. Vous avez ici un miroir concave, donc le point C, il est là, donc voilà, ça c'est une erreur sûre. Donc c'est un miroir concave, le point C n'est pas là, il est de ce côté-là, et donc le rayon qui va émerger comme ça, on doit normalement, si C est là, on doit tracer le plan. C'est plus simple. Voilà. Donc, il émerge comme ça. Donc, j'ai le point F. Je trace le plan focal comme ça. Et je vais regarder l'intersection de ce point, de ce plan avec ce rayon. Donc, ce rayon qui sort comme ça va intercepter en un point qui s'appelle le foyer F' secondaire. Et donc, le foyer F' secondaire, on va chercher à faire le lien avec un rayon qui passe par C. Et je vais dire que le rayon qui passe par C et par ce point, bien sûr, vous aurez un incident et réfléchi sur lui-même. Et celui qui va émerger comme ça va venir d'un autre rayon qui est lui parallèle aussi à ce rayon qui passe par C et par ce foyer secondaire. Parce que ce rayon-là et ce rayon-là, les deux passent par le foyer secondaire. Donc, je répète, si vous avez un rayon émergent pour ce concave qui va sortir comme ça, je trace le plan focal, je pointe ce point et je l'appelle F' secondaire et je regarde le rayon entre le point secondaire et le centre. Et donc, le rayon qui passe par C et par Fs, c'est un rayon qui va dans ce sens, qui revient dans le même sens parce que ça, c'est normal. Et donc, le rayon qui va émerger va avoir un incident qui, lui, doit être parallèle à celui qui passe par F'S et par le centre C. Voilà pour cette troisième figure, tout simplement. Je pense qu'il ne reste pas de questions, c'est ça. Très bien. Donc, l'exercice 1, on a fait le cours, l'exercice 1, et on va passer à l'exercice 2. Très bien. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait dans les travaux dirigés, donc cette année même. Donc, exercice 2, le rétroviseur d'une voiture. Donc, moi, je vais virer ça. Le rétroviseur intérieur, ça, c'est la réflexion plane. Le rétroviseur intérieur d'une voiture est un miroir plan de largeur L égale à 20 cm, disposé verticalement. Ce miroir est situé sur l'axe X' en son milieu A. Donc, on va pointer A comme le milieu. Donc, vous avez un miroir qui est là. Donc, c'est un rétroviseur qui se trouve dans les voitures. Vous avez un observateur qui est situé ici. D'accord? Et en gros, voilà. Un individu dont l'œil est situé dans l'espace réel du rétroviseur cherche à déterminer en regardant
dans son rétroviseur la largeur BC qui est derrière. Donc, l'observateur, il est assis en ce point, il a les yeux en ce point, il regarde dans ce miroir et ce qu'il va voir, c'est le mur qui est derrière. Donc, le mur d'une maison ou de quelque chose qui se trouve derrière. Effectivement, quand l'observateur est assis là, il regarde droit vers la direction de X et ce qu'il va voir, ce n'est qu'une image virtuelle obtenue à travers ce petit miroir qui est le rétroviseur. C'est même le principe d'un rétroviseur. Quand on conduit une voiture, vous regardez le rétroviseur, vous voyez ce qui est derrière. Alors, ce qu'il voit, c'est ce segment BC, c'est cette distance BC. Mais en fait, si l'observateur regarde sur ce miroir cette distance BC, c'est qu'en réalité, lui, il ne va pas se tourner la tête, il va voir quelque chose qui se trouve dans cet espace-là. On va faire la construction. Donc, un individu dont l'œil est situé dans l'espace réel du rétroviseur cherche à déterminer en regardant dans son rétroviseur la largeur BC de la façade d'une maison se trouvant à 20 mètres. Donc, la maison, la distance entre ce point et ce point, projection perpendiculaire, c'est 20 mètres. Sachant que l'œil de l'observateur est situé sur l'axe X', d'accord, en un point H tel que AH, A, on a bien dit, c'était ça. Voilà. Donc, A, c'est ce point qui est là. Donc, AH est égal à 50 cm, de façon à ce que l'image de la façade de la maison occupe entièrement le rétroviseur. Premièrement, faire une construction géométrique de l'image de la façade observée par l'œil à travers le rétroviseur. Alors, ce que je vais essayer de faire avant de passer à la construction, parce que pour cet exercice, si on fait la construction, on a tout fait. C'est-à-dire qu'on a tout… C'est clair, parce que ce sont juste des triangles semblables. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis, je suis l'observateur et je suis en ce point. Moi, je regarde devant, c'est-à-dire pour vous, vous regardez en haut, d'accord? Parce que c'est un plan vertical et ce n'est pas à 3D. Je suis en ce point-là, mes yeux sont là, je regarde dans cette direction. Alors, pour que je puisse voir le point C, ce n'est pas compliqué. Il faut que le point C donne des rayons vert lumineux vers cette extrémité de ce miroir qui arrive à mon œil. Je répète, il faut que ce point C donne des rayons comme ça qui arrivent à mon œil. Pour que je puisse voir le point B, il faut que B soit visible. C'est un point lumineux. C'est comme si j'ai des rayons qui arrivent de B à ce point-là et qui sont réfléchis vers mon œil. Donc, je répète, pour que je puisse voir BC dans le champ du miroir, il faut que je puisse regarder observer tous les points qui sont entre B et C. Je vais regarder l'extrême. Je considère le point C. Donc, pour que ce point extrémité, c'est comme le problème de l'observateur avec le miroir, les pieds et la tête. Donc, c'est ce qu'on a fait télé. Donc je prends ce point C, j'envoie un rayon lumineux ici, il est réfléchi, bien évidemment, vers les yeux. Je prends le point B et il va vers l'autre extrémité, il est réfléchi vers les yeux de l'observateur. Et comme ça, je vais avoir dans le champ du miroir l'ensemble de cette largeur de cette maison BC. Mais pour l'observateur qui est là, ce qu'il est en train de voir, concrètement par la construction géométrique, ça va être une image, puisque le miroir est plan, ça va être une image qui est virtuelle, qui se trouve sur cet espace-là. Donc, on doit pouvoir aussi compléter les rayons dans cet espace. Et dans ce cas, c'est maintenant que je vais passer à la construction géométrique. Alors, donc, je répète, je prends la largeur BC que je souhaite voir, je prends le petit miroir qui est là, et je suis l'observateur qui est là. C'est ce que j'ai dit. Le point C va envoyer un rayon qui va être réfléchi ici. Le point B va être, pour que ça soit vu par l'observateur, il faut que ça envoie un rayon vers cette extrémité qui sont réfléchis ici. Mais en principe, l'image de ce point C à travers ce miroir plan n'est autre que C'. L'image de ce point B à travers ce miroir plan n'est autre que B'. Ça veut dire, si
j'arrive à calculer la distance B' ou la largeur B'C', je peux trouver la largeur BC. Donc, l'astuce, c'est de pouvoir déterminer B'C'. Il y a différentes manières de faire. Donc, vous complétez ce schéma. Vous avez l'observateur, vous avez le miroir plan, vous avez la largeur de la maison à regarder. Mais si on fait les propriétés des miroirs plans, donc on doit respecter cette distance est égale à cette distance parce que ce triangle est isocèle. Et cette distance est égale à celle-là parce que ce triangle est isocèle. Et donc, je peux facilement, pour calculer BC, je n'ai qu'à calculer B'C'. Et pour calculer B'C', je n'ai qu'à calculer cette distance entre ce point et C'. Et une fois que j'ai trouvé cette distance, je vais multiplier par 2. Une fois que j'ai trouvé B'C', je vais trouver BC. Regardez que dans ce triangle, H ou là, quand vous voulez, de ce point-là, O, on va dire X, allez, on va prendre ce point à C', ce triangle, et le triangle O, le milieu du miroir qui est A et ce point, ce sont deux triangles qui sont semblables. Donc, si j'arrive à écrire que pour ces triangles semblables, j'ai HA sur, bon là je dois prendre des points, bon c'est pas compliqué, mais vous allez prendre ce segment-là, sur ce segment-là est égal à ce segment-là sur ce segment-là. C'est la propriété des triangles semblables. Une fois que vous avez ce segment, vous l'avez, la taille du miroir, vous l'avez, donc la moitié, vous l'avez, donc vous avez AO, vous l'avez, application numérique, vous avez la moitié du miroir, donc vous avez les deux, vous avez cette distance, donc qui n'est autre que cette distance qui est là, qui est ici, c'est la même chose, donc AO' est égal à AX. Donc nous l'avons, c'est tout simplement, je pense, 20 mètres plus 50 cm, quelque chose comme ça. Et donc, cette distance, elle est aussi connue. Donc, ça fait ça, qui est égal à ça, plus cette distance-là. Donc, OX est connu. Et il ne reste seul inconnu, c'est la moitié de B'C'. Et dans ce cas, vous avez déterminé cette moitié, il faut la multiplier par 2 et vous allez trouver ce que vous avez. Alors, construction géométrique, DE, malheureusement, le problème, c'est que nous avons des notations qui ne sortent pas ici. Alors, 20 cm, le point D se trouve ici. Voilà, si vous suivez, le point D se trouve ici, le point E se trouve ici. Très bien. Alors, HA, comme j'ai dit, est égal à 50 cm. O'H est égal à 20 cm, égal à 20 mètres. O'H égale à 20 mètres, et je suis sûr que c'est 20 mètres, parce que ce n'est pas possible. Alors, c'est combien? C'est 20 mètres. C'est bien 20 mètres. Alors, la maison se trouve à 20 mètres. Donc là, c'est une erreur encore. Là, suivant. Donc, voilà. O'H égale à 20 mètres. Donc, c'est bien 20 mètres. Ici, ce n'est pas 20 cm. Donc, O'H égale bien à 20 mètres. Et BC égale à petit d. Alors, BC égale à petit d. Donc, c'est ce que j'avais expliqué. Remarquons que OA, dans ce cas, E, il est là. Le triangle OAE et le triangle OXC', ce sont des triangles semblables. Donc, je prends OA sur AE égale à OX sur XC'. La seule inconnue, c'est ça. Et dans ce cas, je peux rapidement conclure que XC', je peux la trouver et multiplier par 2. Donc, on peut la faire. On peut sinon la faire de l'autre côté en choisissant les triangles semblables de ce côté. Donc, si je regarde un petit peu ça,
Donc, les triangles D qui est là, D c'est ici, E c'est ici. Les triangles DH'E, D, batterie faible, DH'E et BH', sont semblables. De toute façon, vous avez compris le principe. On a AH', donc on a considéré autrement. On a considéré ces triangles AH' sur DE est égal au H' sur BC. J'ai fait avec d'autres triangles qui me donnent que BC égale à O'H' sur AH' fois DE. Donc, je trouve finalement la même chose, 840 cm. C'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc, on peut travailler avec ces triangles et on peut travailler aussi avec les autres triangles qui sont là. Ça revient au même et ça donnera la même chose. Alors, maintenant, j'arrive à un troisième exercice. Un rayon lumineux se propage dans un verre d'indice 1,5 et arrive sur la surface de séparation avec l'air sous une incidence de 35 degrés. Tracez la marche du rayon lumineux et calculez l'angle de réfraction, calculez l'angle de réflexion. Très bien. Je vais juste mettre de l'alimentation avant que ça s'éteigne. Désolé. J'espère que ça va marcher. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Pardon. Donc, il y avait un problème de batterie, ça allait s'éteindre. Très bien. Donc, on considère un rayon lumineux. Donc, un rayon lumineux se propage dans un verre d'indice 1,5 et arrive sur la surface de séparation avec l'air sous une incidence de 35 degrés. Tracez la marge du rayon lumineux, calculez l'angle de réfraction, calculez l'angle de réflexion totale. Ce sont juste des applications des lois de Descartes, de la réflexion totale interne, tout simplement. Donc, on va juste tracer la surface qui sépare le milieu d'indice 1,5 du milieu d'indice 1. On va représenter la normale et on va considérer un rayon incident. On passe d'un milieu plus réfringent vers moins réfringent, donc on va s'éloigner de la normale. Donc j'aurai I comme angle d'incidence et R comme angle de réfraction, bien évidemment. Si vous appliquez la loi de Descartes, vous voyez que R est plus grand que I, c'est ce qu'on dit toujours. Quand une lumière passe d'un milieu plus réfringent vers une lumière vers un milieu moins réfringent, on va s'éloigner de la normale. Maintenant, pour faire la question précédente, donc calculer l'angle de réfraction, c'est juste une application toute bête. Vous avez les lois de Descartes et quand vous appliquez les lois de Descartes, N1 sinus I égale à N2 sinus R, vous aurez tout simplement R égale à 59,36 degrés. Maintenant, ils nous disent, et ça c'est important, ils nous disent calculer l'angle de réflexion totale. Ce n'est pas toujours possible parce qu'on peut parler de la réflexion totale interne. Ici, il manque le mot interne. Quand vous avez la situation suivante, c'est-à-dire vous avez le milieu d'entrée est un milieu plus réfringent que le milieu de sortie. Dans ce cas, vous pouvez le faire, mais quand vous avez
Mais quand vous avez, le milieu d'entrée de la lumière est un milieu qui n'est pas, qui est d'indice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens. Voilà. Quand vous avez le milieu d'entrée est un milieu d'indice moins élevé, vous ne pouvez pas avoir la réflexion totale interne, vous avez ce qu'on appelle la réfraction limite. Dans ce cas, le premier milieu est d'indice plus grand, donc vous pouvez avoir la réflexion totale interne. Interne, ça veut dire elle est causée par le changement d'indice et ce n'est pas un miroir plan. Elle est causée par la différence d'indice, ce n'est pas un angle limite. Parce que regardez que R va devenir plus grand plus rapidement que I et il va atteindre la valeur de pi sur 2.